Bienvenue sur la TFM et bienvenue à Question Directe. Qui reçoit aujourd'hui M. Amadou Lamine Sall. Il n'est plus à présenter aux Sénégalais, vous le connaissez, il est écrivain, poète, homme de culture. M. Amadou Lamine Sall est commissaire pour le mémorial de l'île de Gorée. M. Sall, merci d'avoir accepté notre invitation. Le monde entier a rendu hommage à Doudou Ndiaye Rose. Votre dernier livre s'appelle Senghor, ma part d'homme. On sait ce qui liait Senghor à Doudou Ndiaye Rose. Il en a parlé un peu partout dans les médias. Senghor et Doudou Ndiaye Rose, c'était quoi? Merci Alassane. Mais c'était deux montagnes. Les deux montagnes qui se faisaient face. Mais disons-le comme ça. Deux monstres sacrés, non pas seulement de la culture sénégalaise, non pas seulement de la culture africaine, mais de la culture mondiale. Et ce qui faisait la dimension de Senghor comme celle de Doudou Ndiaye Rose, c'est qu'ils dépassaient nos frontières. Ils ne nous appartenaient plus. Ils avaient, à partir de leur propre culture, à partir de leur propre pays, de leur propre continent, apporter quelque chose à la civilisation de l'universel. Et c'est cela qui est magnifique. C'est-à-dire que l'Afrique peut apporter au monde une manière de voir, une manière de vivre, et des valeurs et une créativité que l'Occident, mais que l'Amérique et que l'Asie ne possèdent pas. Et je crois que c'est cela qui faisait que l'amitié, la grande affection, mais qu'il y ait Senghor à Doudou Ndiaye Rose, a traversé le temps. L'histoire a démontré aujourd'hui combien ces deux grands ont beaucoup donné à leur pays. Doudou Ndiaye Rose et Senghor, c'était deux monstres sacrés de la culture universelle. Doudou Ndiaye Rose est connu à travers le monde, au Japon, aux États-Unis, surtout au Japon où il est considéré comme un dieu. Senghor a rayonné sur la culture mondiale. Aujourd'hui, certains se disent pourquoi le Sénégal et l'Afrique n'ont pas assez rendu hommage à Doudou Ndiaye Rose et à Senghor. Vous savez, je ne suis pas de ceux qui pense beaucoup aux hommages. Je pense qu'il appartient aux artistes, il appartient aux créateurs, il appartient aux hommes de culture, de par leur propre travail, de par leur propre mérite, de par leur propre apport au monde, de créer des œuvres qui restent et qui sont tout naturellement le meilleur des hommages. Je crois que c'est cela l'essentiel. Si il arrivait, mais qu'un État, une nation, des hommes et des femmes veuillent un hommage pour Senghor, veuillent un hommage pour Doudou Ndiaye Rose, qu'ils le fassent. Ils sont libres de le faire. Mais je crois que le premier hommage, c'est l'artiste lui-même, mais qui le bâtit et qui le garde et qui l'immortalise lui-même. Mais c'est pourquoi, vous savez, les hommages n'ajoutent rien au mérite. Les hommages n'apportent rien à Doudou Ndiaye Rose. Doudou Ndiaye Rose, c'était Doudou Ndiaye Rose. Et il restera Doudou Ndiaye Rose. Senghor, c'était Senghor. Il restera Senghor. Même s'il n'y a pas d'hommage, ils ont bâti leur propre légende. Oui. Est-ce que vous comprenez la petite polémique qui est née après la mort de Doudou Ndiaye Rose, que certains disent qu'il avait demandé même de son vivant qu'on ne lui rende pas hommage après sa mort, parce qu'on aurait pu le faire avant. Certaines personnes disent que l'hommage qu'on doit rendre à quelqu'un, c'est souvent après sa mort qu'on le fait, parce que l'homme est capable d'imitation dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Il n'y a que dans ce pays, il n'y a que dans les pays sous-développés où l'on passe tout son temps à parler d'hommage. Pourquoi nous n'avons pas d'hommage à tel ou à un tel? Une fois de plus encore, ce n'est pas le plus important. Doudou Ndiaye Rose, la profession qu'il a faite, il s'adressait sans doute aux hommes politiques. Il ne s'adressait pas aux femmes et aux hommes qui peuvent ce pays. Je crois qu'il était à faire parce que quelque part, l'État, et à travers l'État, ceux qui nous gouvernent, ne lui ont pas peut-être
donné vraiment ce qu'il fallait. Mais je crois que c'est cette amertume qui l'a conduit à dire ce qu'il a dit. Mais les vœux de Doudou Ndiaye Rose, le vœu de Doudou Ndiaye Rose ne sera pas exaucé. Il y aura des hommages, il y aura des témoignages en dehors des hommes politiques, en dehors de l'État, des femmes et des hommes, ici au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde, des hommes et des femmes qui l'ont aimé, qui l'ont admiré, vont le fêter. Longtemps, bien après nous, Doudou Ndiaye Rose me sera fêté. Si d'aventure, son pays et à des hommes politiques décidés de le fêter, de lui rendre un grand hommage, mais tant mieux, tant mieux. Dans vos derniers livres sur Senghor, Ma part d'homme, vous comparez aujourd'hui la politique culturelle de Senghor, d'Abdoulaye Wade et de Macky Sall. Si on vous comprend bien, il semble que depuis Senghor, que l'État du Sénégal ne prend pas très en compte la culture peut présenter pour un pays. Vous savez, la comparaison de Senghor avec les chefs d'État qui sont arrivés avec lui est difficile. Elle est même inutile, pour une simple raison. Senghor était un poète, Senghor était un professeur, Senghor était un homme de culture. Toute sa formation relevait des disciplines de la culture. Et il est arrivé comme président de la République. Et tout naturellement, sa formation, son ambition, toute sa respiration était autour de la culture. Senghor était son propre ministre de la culture. Quand Abdou Diouf est arrivé, Abdou Diouf a eu un respect pour la culture, parce que c'était un héritier de Senghor. Il a été formé par Senghor. Il avait de la culture, un respect, pour s'en arrêter là. Abdoulaye Wade, il avait un fondateur, ce que j'appelle le complexe fondateur d'Abdoulaye Wade. Il avait dans son rétroviseur forcément Senghor. Il voulait faire beaucoup plus que Senghor, tant mieux, mais il n'était pas Senghor. Il ne pouvait pas être Senghor. C'était un économiste, c'était un juriste, mais il faut quand même l'avouer, c'était un homme de culture, de par son âge, de par son histoire. Les Cheikh Anta Diop, les Abdoulaye Wade, les Senghor ont vécu le temps colonial. Ils ont traversé un petit siècle. Et c'était forcément des gens, mais qui étaient très liés à la culture. Pour Macky Sall, très jeune président, mais qui vient d'arriver, il est en train de faire le point. Il est en train de faire le point. On peut le dire de cette manière. Laissons-lui le temps, un peu encore, pour bâtir une véritable politique culturelle. Je pense qu'il est en chemin. Et il faut que nous l'aiguillons. Il faut que les acteurs culturels, toutes disciplines confondues, il faut que la société culturelle se mette debout et aide nos dirigeants à mieux comprendre l'apport de la culture dans le monde. Aujourd'hui, la carte économique du monde ne peut pas ne pas tenir compte de la nouvelle distribution de la culture et des mutations culturelles dans le monde. Les biens et services culturels, aujourd'hui, donnent près de 3 000 milliards de dollars de recettes. L'économie, ce que l'on appelle l'économie créative, la télévision, le numérique, les radios, les cinémas, la musique, la danse, l'édition, génèrent des milliards et des milliards de dollars. Je pense que nous devons simplement entrer dans l'économie créative. Mais justement, au Sénégal, on a l'impression que c'est ça qu'on ne comprend pas. On dit qu'en France, par exemple, la culture participe plus peut-être
22% du PIB, aux États-Unis pratiquement 50 et quelques pourcents, alors que dans nos pays, la culture est considérée dans sa logique ludique, musicale. Vous n'avez pas tort. Vous n'avez pas tort de le dire. Je pense que nous tous, nous avons de la culture une image assez triste. Une image assez triste parce que c'est à la musique, c'est la danse, c'est la lutte. Nous ne voyons pas les autres paramètres qui font de la culture une véritable économie. Aujourd'hui, c'est la culture qui génère le plus d'emplois au monde. C'est un secteur extrêmement porteur. Je vous donne par exemple le cas des chaînes de télévision, mais qui recrutent énormément et dans tous les compartiments. Les studios de musique, mais qui utilisent énormément de jeunes. Les radios, même dans les élections, etc. Donc, il suffit simplement de prendre acte et de comprendre qu'aujourd'hui, le 21e siècle ne se fera pas des industries culturelles et que ces industries culturelles prennent une part énorme dans le produit international brut de nos pays. Et je crois qu'il faut dépasser cette image d'un pays où l'on ne pense qu'à chanter et à danser. Il faut nous élever davantage. Mais est-ce que ce n'est pas la faute des acteurs culturels qui ne sont pas organisés, qui tout le temps réclament que l'État leur vienne en aide ou bien que l'État les supporte dans ce qu'ils sont en train de faire, alors que le métier qu'ils font d'abord, c'est un métier libéral, privé? Je crois que les acteurs culturels doivent avoir des devoirs plus que des droits. Parce que nous passons tout notre temps à demander à l'État d'intervenir dans tous les secteurs de la culture. Je pense que nous sommes encore dans des pays jeunes qui forcément doivent prendre en charge quelque part la culture. Les acteurs culturels au sens large, mais les artistes doivent également bénéficier à des plus-values de leur pays et de leur nation. Mais, et je crois que vous l'avez dit, il appartient aux hommes de culture, toutes disciplines confondues, de s'organiser, d'avoir un métier et de vivre de leur métier. Et ensuite, d'attendre peut-être un apport de l'État. Il faut commencer par le commencement. Il faut travailler. Il faut travailler. Mais il y a un problème aussi de qualité. Aujourd'hui, Doudou Ndiaye Rose, il a pu intégrer les plus grands groupes mondiaux en jouant même à la Marseillaise avec ses tambours lors des bicentenaires de la Révolution française. C'est parce qu'il a appris le solfège. Beaucoup de musiciens aujourd'hui au Sénégal ne maîtrisent pas le b.a.-ba de la musique. Oui, je crois que ce qui fait d'ailleurs la notoriété de Doudou Ndiaye Rose, mais ce qui fait que Doudou Ndiaye Rose est Doudou Ndiaye Rose, c'est que Doudou Ndiaye Rose n'est pas seulement un artiste, un simple artiste. Je crois que c'était un professeur, c'était un formateur. Il a été parmi les premiers à codifier le langage des tambours. De sorte que, par cette codification, le monde entier, les Japonais, les Américains, les Hollandais, les Canadiens, le monde entier pouvait jouer par du tambour grâce à Doudou Ndiaye Rose, parce qu'il avait codifié le langage des tambours. Ensuite, c'est un homme qui, comme nos anciens saints, mais qui parcourait le monde pour chercher la connaissance, Doudou a beaucoup voyagé. Il est allé loin. Il est allé apprendre chez toutes les populations du monde, chez toutes les cultures du monde, chez toutes les civilisations du monde. Il est allé apprendre le langage mais des tambours ou de tout ce qui ressemblait au tambour. De sorte qu'il était une sorte de chaman, une sorte de prophète, un maître à la matière. Et il était incontournable. Et c'est pourquoi je crois qu'il avait raison de demander à ce que son pays l'aide à avoir des terres pour y asseoir son institut pour la formation en percussion. Dommage mais qu'il soit parti, mais je suis sûr que cette école
verra le jour et qu'elle drainera au Sénégal des millions et des millions de jeunes qui viendront chez nous pour d'abord parce que Doudou Ndiaye Rose a été Doudou Ndiaye Rose et parce que notre pays mérite cela. Donc Doudou a créé une école, Doudou a créé un métier qui rapporte de l'argent et qui peut créer énormément d'emplois. Et je crois que donc c'est cette vision-là que nous devons avoir de la culture. Nous devons créer des industries culturelles dynamiques. Un pays qui ne produit pas ne peut pas prétendre se développer. Nous n'avons pas des capitaines d'industrie, mon cher ami, dans ce pays. Nous avons des gens qui achètent et on les appelle des capitaines d'industrie. Nous avons besoin de produire des voitures. Nous avons besoin de produire des avions. Nous avons besoin de produire des machines agricoles. Nous avons besoin de produire des guitares. Nous devons avoir tout cela. Pour être un pays développé, il faut produire. Mais est-ce que ça ne pose pas le problème aujourd'hui du plan Sénégal émergent qui est aujourd'hui le b.a.-ba du pays, mais la diaspora et la sous-sol du pays? On ne voit pas dans ce plan la dimension culturelle, surtout économique. Oui, j'ai bien lu avec beaucoup d'attention les deux chapitres dans le PSE qui ont été consacrés à la culture. Mais c'est un raccourci, c'est un résumé. Et je crois que dans les prochains mois, dans les prochaines années, nous verrons ce que le PSE va véritablement apporter à la culture, parce que nous sommes en train d'y travailler pour que ce TGV de l'économie sénégalaise jusqu'en 2035 puisse bâtir un plan émergent pour la culture. Il faut un aménagement culturel du territoire sénégalais et qui va au-delà du Sénégal. Et je crois que nous allons y travailler. La grande critique, il est vrai, qui a été faite au PSE, c'est que nous ne percevons pas la culture. Mais je crois que la culture existe bien dans le PSE, mais il faut communiquer et dire ce que le PSE, justement, a mis en place pour que nous puissions, au niveau de l'économie créative, nous développer comme il se doit. Aujourd'hui, si les Américains ont conquis le monde, c'est grâce à leur cinéma, leur musique, pas seulement par les armes. Et paradoxalement, c'est ce qui crée bénéfiquement pour les Américains beaucoup d'emplois, beaucoup d'argent, et qui fait rouler leur pays, parce que les rapports américains sont connus à travers le monde. C'est des hommes d'affaires, derrière des capitaines d'industrie, comme vous dites, derrière ce qu'ils sont en train de faire en tant que mesure, en tant que produit. Au Sénégal, on ne perçoit pas cette dimension-là dans notre façon de faire et de gérer. C'est très bien de le dire comme vous le dites. Nous ne devons jamais cesser de le répéter. Nous ne devons jamais cesser de nous battre pour dire que la culture n'a pas encore la place méritée dans notre pays. Mon cher ami, la mondialisation dont on parle tant, c'est l'Amérique et l'Occident qui singularisent leur culture et qui, par une logique culturelle, l'imposent au monde. Quand on revient à Doudou Ndiaye Rose, on revient toujours à Doudou Ndiaye Rose. Mais regardez ce que Doudou Ndiaye Rose a fait. Il est parti de son propre pays, de sa propre culture, de son propre patrimoine musical pour conquérir le monde. Alors, il a donné la voie, il a montré la voie, il a montré le chemin. Je crois que nous devons faire revivre notre patrimoine et à partir de notre patrimoine, aller à la conquête du monde. Vous avez parlé des Américains. Ils nous imposent leur culture dans toutes les disciplines. Nous aussi, nous devons imposer notre culture par toutes les disciplines. Et je voudrais vous dire une chose. La richesse, elle n'est pas que matérielle. La richesse, elle est aussi immatérielle. Nous avons des valeurs. Nous avons des valeurs que nous pouvons vendre au monde. Au lendemain des indépendances africaines, quand l'Europe nous a regardés avec Senghor, on nous a dit, tiens, ils forment des poètes au lieu de former des techniciens et des ingénieurs. La vérité, c'est qu'au lendemain de nos indépendances, nous avions besoin de redevenir nous-mêmes.
nous avions besoin d'être nous-mêmes. Et il n'y avait que des poètes, des créateurs et des écrivains qui étaient des créateurs de valeurs qui pouvaient nous aider à redevenir nous-mêmes. C'est parce que c'est en devenant nous-mêmes que nous pouvons produire et apporter quelque chose au monde. C'est du singulier que nous partons vers l'universel. Si nous ne restons pas nous-mêmes, nous ne pourrons rien apporter au monde. Et c'est pourquoi nous devons nous battre, de sorte que nos cultures, nos traditions, notre patrimoine soient revalorisés au plus haut point. Mais est-ce qu'aujourd'hui on n'est pas en train de perdre ce nous-mêmes quand on voit des Américains ou des Français venir dans notre propre pays, apprendre nos cultures, nos instruments, nos traditions, en faire des musées, en faire des bouquins et venir nous revendre eux ce qu'ils ont ressenti chez nous? C'est un temps du monde qui passera. C'est un temps du monde qui passera. Et tant mieux si les autres civilisations et les autres peuples viennent apprendre chez nous et viennent prendre ce que nous avons mais de plus beau au monde. Effectivement, c'est à nous de nous organiser pour que nous aussi, nous puissions aller prendre chez les autres ce qu'ils ont de mieux, mais valoriser ce que nous avons, mais je crois, de plus beau. Et c'est de cette manière-là que nous allons créer une économie créative forte. Mon cher ami, moi je suis de ceux qui pensent que le privé sénégalais devrait participer également au développement de la culture. Comment? Je ne verrais pas mal, par exemple, au sens large, que le théâtre Sorano, le grand théâtre, le stade Léopold Sédar Senghor, par exemple, mais que toutes ces entités soient données à des privés pour les gérer. Pourquoi nous ne donnerions pas le grand théâtre à des privés qui verseraient chaque année des milliards et des milliards au ministère de la Culture? Pourquoi des privés ne géreraient pas le stade Léopold Sédar Senghor et verseraient chaque année au ministère des Sports des milliards et des milliards? Pourquoi veut-on coûte que coûte, mais que l'État gère tout, donne tout, s'occupe de tout? Je crois qu'il nous faut réfléchir. Il nous faut trouver des formules qui aident justement à délester l'État de certaines charges. La culture doit vivre. Elle est créative. Nous devons créer. Nous devons faire appel au privé. Nous devons leur dire, venez gérer le grand théâtre, venez gérer Sorano, etc., etc. Je pense que nous devons également réfléchir, mais dans ce sens-là. Nous devons laisser un peu reposer l'État. Je suis de ceux qui pensent que nous ne devons pas passer notre temps à demander tout le temps de l'argent à l'État, l'intervention de l'État, même si l'État, dans nos pays, au regard de ce que nos pays sont aujourd'hui, mais des pays fragiles, doivent aider des secteurs à se développer. Mais je crois que nous devons également être créatifs et chercher des solutions, vraiment pour que la culture ne soit pas la seule affaire de l'État, mais l'affaire de tout le monde. Mais la créativité, c'est là le gros problème. Ce qui repose le problème de formation des artistes et ceux qui doivent le faire, le contenu. Quel est le contenu aujourd'hui que nous pouvons faire pour nos télévisions, pour nos radios et pour aller à la conquête du monde? C'est la bataille du contenu qui se pose. Aujourd'hui, on est passé au numérique, mais on a un problème de contenu. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je suis toujours triste de voir que nos télévisions vivent dans cette misère, mais des contenus. Vous savez que le numérique, et vous avez bien fait d'en parler, va générer des milliards et des milliards dans les prochaines années. C'est un secteur, c'est le secteur le plus porteur dans l'économie créative, dans les technologies nouvelles. Et je pense que la richesse de l'Afrique est telle qu'il est triste de voir aujourd'hui que nos télévisions ne font que du copier-coller, que nous n'avons pas des contenus endogènes qui prennent en charge notre propre culture, notre propre développement, nos propres inquiétudes, qui prennent en charge
par le souci de nos jeunes qui prennent en charge l'école sénégalaise. Je pense que l'État a un mot à dire là-dessus. Même si les télévisions sont des télévisions à de type privé, je crois que l'État doit imposer à ces télévisions-là mais des contenus à dynamique et qui participent du développement et de la formation des Sénégalais. Mon cher ami, j'ai toujours pensé qu'il n'y a pas de pays sous-développés. Il n'y a que des femmes et des hommes sous-développés, c'est-à-dire sans culture et sans éducation. Notre pays est riche, notre pays recèle d'hommes et de femmes remarquables qui peuvent aider au contenu des chaînes de télévision, mais qui peuvent aider à la marche de notre pays. Il n'y a pas que le président de la République pour faire du Sénégal. Oui, on avait démarré par Senghor. Aujourd'hui, si Senghor arrivait à se réveiller, à regarder le Sénégal, le contenu de télévision, ce qui se passe sur le plan culturel, il serait déçu. Il aurait souri. Il aurait souri. Et comme je le connais, il aurait dit que nous devons travailler davantage. Nous devons nous prendre beaucoup plus au sérieux. Et que nous avons des héritages tellement fabuleux que nous n'avons rien à apprendre de l'Occident. Que l'Afrique aujourd'hui peut se développer de par elle-même et pour elle-même. Et ne dit-on pas d'ailleurs aujourd'hui que c'est le seul continent en émergence, que c'est le seul continent qui dans les prochaines années va réaliser des taux de croissance inimaginables. Est-ce que ce n'est pas un discours piège cela? Je ne crois pas que ce soit un discours piège. Même si c'était un discours piège, croyons à ce discours piège. Il faut croire en quelque chose. Il faut une locomotive quelque part. Hein? Mais je pense simplement que nous devons donner une fois de plus à la culture la place qui lui revient. Parce que dans l'économie du monde et dans l'économie du XXIe siècle, les mutations culturelles sont les fondements d'une véritable économie. Amadou Lamine Sall, merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de la TFM. Vous êtes écrivain, poète, vous êtes aussi le conservateur, le commissaire général pour le mémorial Gorée. Et ensuite, vous avez sorti un livre sur Senghor qui s'appelle Ma part d'homme, pour dire la relation quasi filiale que vous avez avec le Sédar Senghor. Nous lui avons rendu hommage aussi à Doudou Ndiaye Rose. Si nos gouvernants qui nous suivent écoutent ce que vous avez dit par rapport à la culture, ils sauront que la culture c'est le début et la fin du monde. Merci infiniment à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.